Bien, très chers collègues, très chers amis, d'abord vous dire ma joie d'être parmi vous. J'en connais pas mal dans la salle. Il y a des visages nouveaux également, et je suis très heureux de saluer ceux avec qui j'ai travaillé à la coordination nationale. Bon, c'est vrai que j'ai vécu la presque totalité des 20 ans là, dont on va parler ce matin. Je suis pas le seul dans la salle, d'autres pourront en témoigner. Je suis resté un petit peu dans le coup, puisque non seulement je suis encore au Conseil de développement, mais le relais a bien été pris par Anne-Marie Comparigny et Henri Jacot, ici présents. Je participe aussi à une autre expérience participative qui est le Conseil citoyen de la Duchère. Donc, voilà. Alors, pas facile de résumer en quelques minutes ces 20 ans. Je voudrais pas trop me situer dans une posture, je dirais, historique et nostalgique, parce que je pense qu'on pense qu'il se passe aujourd'hui et peut-être demain, c'est savoir d'où on va. Je vois Yves Landchamp qui me disait au téléphone, moi j'aime bien le terme rétro-prospective, donc c'est un petit peu comprendre dans quelle trajectoire on se situe, et qu'est-ce qui fait sens dans les évolutions que nous avons vécues, que nous vivons aujourd'hui, que nous allons vivre. Alors, de ce point de vue-là, je dirais, ma perception est autour de 3 mots-clés, qui sont consolidation, fragilité. Alors, je pense qu'il y a des fragilités ou en tout cas des questionnements récurrents. Et puis également importantes évolutions. Le monde dans lequel on travaille bouge, les pratiques des conseils ont évolué, il y a de nouveaux défis relevés, etc. Alors je voudrais illustrer ces 3 mots-clés par quelques étapes qu'on a vécues la plupart d'entre nous depuis la loi Voynet. J'en relève 4. Alors la première, je l'intitule bien sûr la genèse. La genèse, bon, c'est la loi Voynet bien sûr. Il s'est passé des choses avant la loi Voynet. Il y a eu la création des pays par la loi Pasqua, qui a quand même fait sens, parce qu'il y avait l'idée d'associer beaucoup la société civile. Il y a eu des conseils de développement qui ont été créés avant, le conseil du Pays Basque, le Codespar à Rennes. Je pense que ma voisine Gaëlle Chapon va en parler tout à l'heure. Bon, à Lyon, je vois Patrick Luçon, Raymond Barre avait lancé Millénaire 3 en 97, il me semble. Bon, et il avait mis en place un conseil consultatif qui préfigurait un conseil de développement. Et quand la loi Voynet est arrivée, les Lyonnais ont changé l'intitulé, mais enfin ça avait déjà démarré bien avant, et j'y avais d'ailleurs été associé à l'époque. Bon. La loi Voynet a évidemment été un petit coup de tonnerre, et non seulement les conseils de développement ont commencé à se mettre en place dans les agglomérations et les pays, mais une coordination en 2003 s'est créée. Il y a eu 7 fondateurs, je les citerai pas tous, je voudrais quand même au passage rendre hommage à un Nantais qui est Jean-Joseph Régent, les Nantais sont présents là, bon, qui a quand même beaucoup inspiré, tous nos parcours et toutes nos valeurs. A été mis en place un collectif très informel, il n'y avait pas un bureau, on appelait ça comité d'animation, n'est-ce pas Françoise? Et ce qui est important, c'était le bénévolat, c'était le militantisme, on avait des rencontres très passionnantes, parfois un petit peu agitées, et cela a produit notamment en 2004 un manifeste qui contient 13 propositions, qui est toujours sur le site, je l'ai vérifié, de la coordination nationale. Ça prouve qu'il y a quand même toujours un petit peu d'actualité, même s'il faudrait peut-être le réécrire un peu. Voilà. Deuxième étape que j'évoque, c'est 2010. Alors pour moi, 2010, c'était quand même un moment très important, parce qu'on a fêté le 10e anniversaire des conseils de développement. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous se souviennent de cet ouvrage qui est une véritable somme, puisqu'il fait plus de 250 pages, qui raconte un petit peu cette aventure des conseils de développement. C'est un ouvrage qui a été publié grâce à un partenariat avec le CERTU, qui maintenant est intégré dans le CEREMA, qui est un gros bureau d'études de l'État, qui s'appelle 10 ans de conseil de développement, la société civile en mouvement. Alors je salue au passage ceux qui sont impliqués dans la coordination. On était ensemble avec Valérie Grémont et Lydie Bosque du CERTU, puis il y avait une équipe rédactionnelle plus large. Bon. Il y a dans ce bouquin beaucoup d'enthousiasme, il y a énormément de témoignages, de conseils de développement, d'élus qui soutiennent les conseils de développement, parce que ça existe. Bon. Il y a des expériences inventives, d'ouverture, de coopération. Il y a aussi des états d'âme, il y a aussi des états d'âme qu'on retrouve aujourd'hui, des fragilités, des questionnements. Alors j'en cite quelques-uns rapidement. Quête d'identité, visibilité, reconnaissance. Est-ce qu'on respecte notre indépendance?
est-ce que nos contributions ont des suites, hein? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que nos moyens sont pas un peu ridicules par rapport à tout l'engagement bénévole qui est le nôtre, hein? Bon. Et puis des questions de représentativité aussi, hein. On sait bien que des questions qui vont revenir tout au long de nos tables rondes de la journée. Enfin, moi, ce que je retiens de tout cela, c'est quand même un moment de grande effervescence, hein, d'effervescence participative, citoyenne, etc. Les conseils de développement sont aussi un aiguillon, je reprends des termes que j'ai lus là-dedans, des déséquilibres féconds, etc. Troisième étape, 2012. Alors pour moi, 2012, c'est l'année de la consolidation, hein, parce que tout le monde a en tête, il y a eu 3 moments très importants. Il y a eu la structuration de la coordination nationale, c'est devenu sérieux, hein. On a eu un budget, on a un permanent, on a des moyens, des alliances au niveau politique, avec la CUF, avec la DCF, avec d'autres associations d'élus. Hein, et puis l'installation rue Joubert, hein, avec un bureau. Hein, donc la coordination nationale s'institutionnalise quelque part, a une capacité plus grande de lobbying, hein, et à pignon sur rue. Et enfin, dernière étape que j'évoque dans ce panorama très rapide, c'est les années, bien sûr, 2014-2015, que j'appelle la reconnaissance par les chantiers législatifs, hein, la loi MAPTAM 2014, qui consacre les conseils de développement des métropoles, mais aussi des PETR, hein, des pays. C'est surtout la loi NOTRe, l'année suivante, hein, qui a renforcé la reconnaissance des conseils, leur mission et leur place dans le débat public. Remercions au massage une ministre qui nous a beaucoup défendus et qui est bretonne, hein, Madame Lebranchu, quelques députés, puis des Nancéens qui s'appellent Michel Dinet, puis Denis Valence, là, qui ont animé un groupe sur la participation dans lequel nous étions très présents. Je note aussi de cette époque un document qui est toujours sur le site, il est récent, il est 2016, qui s'appelle le Vadémécum. Hein. Et ce Vadémécum des conseils de développement, il a quelques pages sur les valeurs que nous partageons. Et je crois que ces valeurs, ça fait partie aussi de ce qu'on partage un petit peu tous. L'éthique du débat, l'éthique du bénévolat, comment concilier indépendance et dialogue avec les élus, l'expertise d'usage, l'expertise citoyenne, l'expertise plurielle, etc., etc. Je vais terminer ce propos liminaire par quelques perceptions des évolutions qu'on a constatées depuis 20 ans qui sont assez marquantes aujourd'hui. Moi, je retiens quelques points. Premièrement, la société a beaucoup évolué. Il y a des sujets nouveaux de débat public, hein, l'écologie, des fractures qui se sont aggravées, fractures sociales et territoriales. Hein, bon. Deuxièmement, je pense que dans beaucoup de conseils de développement, les pratiques se sont renouvelées. Hein. Il y a de l'innovation, il y a aussi des inquiétudes qui persistent, bien sûr. Hein, bon. Et puis enfin, et peut-être surtout, le paysage de la participation a changé. Il se passe des choses ailleurs, hein, dans d'autres instances, et puis dans des lieux plus informels. Je pense aux Gilets jaunes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi... On y reviendra tout au long de la journée, là aussi. Donc, je conclurai mon petit propos en disant tout ça, ça peut être perturbant, mais est-ce que c'est pas aussi des opportunités à saisir pour nourrir les débats des conseils de développement qui ont une capacité de faire collectif et de faire synthèse. Merci de votre attention. Merci Jean. Gaël Chapon, il y avait déjà des instances, Jean l'a évoqué brièvement, mais c'est important, avant même les conseils de développement, en particulier au Pays Basque. Oui, alors c'est vrai qu'on va fêter les 20 ans aujourd'hui, donc tout d'un coup j'ai comme un poids parce que finalement au niveau de Rennes, c'est une histoire qui avait démarré bien avant et encore quasiment 20 ans avant, donc dans les années 80. Effectivement, il y a eu la loi Pasqua, la loi Voynet, mais ça a commencé en fait sur Rennes, d'abord sur un socle plutôt où les élus et les partenaires socio-économiques ont voulu un lieu de dialogue permanent. Donc il a été créé en dehors de toute loi en fait, hein, c'était plutôt basé sur une volonté locale et très vite au-delà de ces questions d'emploi, de formation, donc aussi avec un agrément de comité de bassin d'emploi, donc qui était quelque chose de très spécifique. Finalement au Codespar, ça a tenu lieu et place de conseils de développement bien avant l'heure. Les élus ont aussi ont aussi sollicité ce lieu-là pour des avis, des contributions sur des champs comme l'aménagement, etc.
Moi, ce que j'en retiens, en tout cas à Rennes, bien sûr, les lois sont très importantes parce qu'il y avait des endroits où il fallait, entre autres sur la loi NOTRe, créer des conseils développement. Mais dans l'histoire rennaise, ce qui est le fil rouge, c'est que avant toute loi, après on s'est adapté, y compris à la loi NOTRe récemment, mais le fil rouge, l'ADN, le terreau, en fait, c'est qu'il y a une volonté locale, indépendamment d'une loi, qui effectivement entretient et nous permet de nous renouveler aussi au fil des années. Voilà. Alors justement, vous parlez de cette volonté locale. J'aimerais qu'on s'arrête sur la relation entre les conseils de développement et les élus, puisqu'on fait son regard sur 20 ans d'expérience, des relations qui sont des relations parfois de confiance, d'indépendance, parfois de tension. Marine Resson, vous êtes en poste depuis 3 ans. Vous avez un peu un regard neuf sur ce jeu des acteurs en interne. Faites-nous partager ce regard. Oui, donc pour mettre un peu des éléments de contexte, donc moi je suis responsable à Saint-Nazaire agglomération. Donc Saint-Nazaire, c'est 10 communes, 120 000 habitants. Effectivement, je suis arrivée sur le territoire nazérien. J'ai pu observer en fait des jeux d'acteurs internes et surtout cette importance de toujours être dans une vigilance, de maintenir un équilibre entre les membres du CD, mais aussi également avec les élus et les techniciens. Il y a tout un équilibre à trouver. Et ça, pour moi, ça a été une observation que j'ai fait pendant 3 ans. Effectivement, au début, avec un peu un regard naïf, on pense que ça va de soi, et finalement pas tant que ça. Donc voilà, j'ai pu voir les relations entre présidents, que ce soit le président du conseil de développement, donc Monsieur Terrien, ou Monsieur Samzin, qui est le président de l'agglomération, où il y a des échanges constamment, mais aussi entre techniciens. On voit bien que c'est très important en fait de maintenir des échanges réguliers, mais aussi de trouver sa place, de pas prendre la place de d'autres personnes, et de bien accompagner aussi tout ce travail qui est fait constamment en interne. Sébastien Rivière, la posture de triangulation. Vous insistez sur ce mot-là qui est très important. Oui, effectivement, à Angoulême et au niveau de la coprésidence, effectivement, on est vigilant sur cette posture de triangulation entre les habitants, les membres du conseil de développement et les élus, parce que les jeux d'équilibre sont parfois un peu précaires, ils sont un peu fragiles et il faut une connaissance assez fine du milieu local pour pouvoir être vigilant sur les équilibres et les postures. Être équilibriste, en gros. Un peu être équilibriste. On est des fois sur un fil où on se rend compte que il y a des maladresses à pas commettre, des erreurs à pas faire, et il faut faire attention aux postures, parce que effectivement, on est aussi dans un contexte politique local, où si on n'est pas vigilant et si on n'est pas attentif à qui fait quoi, dans quelles conditions, et qu'on maîtrise pas bien son contexte, on peut faire des erreurs qui peuvent mettre en difficulté le conseil de développement gravement. Et pour vous, le fait d'avoir une coprésidence est un des outils qui vous aide à gérer ce rôle d'équilibriste. La coprésidence est un outil majeur chez nous, puisqu'effectivement, il évite la personnification et donc la mise en avant d'une personnalité ou d'un clivage. Donc la coprésidence protège. Nous, on a décidé de faire de la coprésidence pour protéger le conseil de développement, pour pas être en frontal avec les élus qui pourraient pour des tas de questions de posture ou d'historique personnel pourraient mettre en difficulté le conseil de développement. D'accord. Gaël Chapon, vous avez un autre exemple, c'est un outil que vous avez imaginé d'un comité de partenariat mixte. C'est ça pour construire une culture partagée avec les élus? Voilà, donc je sais qu'il y a d'autres conseils de développement qui ont mis ça en place, alors d'autres outils, mais un exemple concret, avec le nouveau conseil développement, là depuis 2017, on a créé une instance mixte qui réunit à la fois et qui se réunit 2 fois par an, et qui fait se rencontrer en fait à la fois les vice-présidents de Rennes Métropole qui ont en charge les grandes politiques structurantes du territoire, d'une part, et d'autre part le président et l'ensemble du bureau du conseil de développement. Donc c'est important parce qu'on se rend compte dans les échanges qu'il n'y a pas les mêmes temporalités, les mêmes légitimités. Donc il faut créer cette culture partagée pour que le dialogue se fasse et que du coup, effectivement, il y a un ajustement, il y a cet équilibre permanent où le conseil de développement peut contribuer en toute indépendance auprès de la métropole. Christian Potier, vous, l'exemple est un petit peu différent. Il y a une particularité, c'est que vous êtes en zone très rurale, avec un conseil de développement qui est né de la volonté des élus. Et du coup, il y a une relation de partenariat fort, mais qui a aussi
contrepartie, on va dire. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, en effet, nous, on est un petit peu différent dans la mesure où on est en pleine campagne, on va dire. Voilà, il y a la plus grosse ville faisant moins de 10 000 habitants. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les soucis et le contexte d'une grande métropole. Alors c'est vrai que nous, on est anciens puisque c'était les élus donc du pays perche-sartois qui avaient décidé de créer un conseil de développement. Donc je sais plus la date exacte, mais il me semble que c'était au moins avant la loi Voynet. Et donc comme c'est eux qui avaient décidé de faire ça, ils ont aussi décidé d'impliquer évidemment le conseil de développement très fortement. Et ainsi, dès le départ, le président du conseil de développement fait partie intégrante du bureau du pays. Donc il peut s'exprimer et voter comme les élus à l'identique. Et puis il y a des commissions mixtes où on parle évidemment de tous les soucis et toutes les décisions à prendre dans le pays. Et là, il y a forcément des membres du Conseil de développement. Et plus que ça même, puisque au niveau des fonds européens, le Conseil de développement est majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens du Conseil de développement que d'élus. Voilà, donc on est vraiment très impliqués. Alors évidemment, la contrepartie, la contrepartie. Peut-être j'ai coupé vous vouliez intervenir. Mais vous êtes parfois peut-être un peu sous surveillance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la contrepartie, c'est que on peut pas dire et faire tout à fait n'importe quoi. Alors on ose quand même des fois, voilà. Mais on a quand même une certaine semi-liberté, on va dire tout simplement. Et on a eu, juste pour citer un petit clash un jour, on était donc dans une commission où on travaillait sur les contrats régionaux. Et on a dit, ouais, c'est pour très bien là ce que vous faites dans cette commune. Et là, on s'est fait remettre en place, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est très impliqué dans la vie du pays, mais d'un autre côté, voilà, il y a une espèce de liberté surveillée, on va dire. Marine, vous avez mis en place des allers-retours entre techniciens, élus. Vous participez aux instances politiques. Vous rendez constamment compte au conseil communautaire. Comment vous essayez de gérer cette relation ? En fait, il faut se dire qu'à chaque nouvelle saisine ou autosaisine, les échanges se réinventent, puisqu'on essaye de s'adapter en fait au contexte local. Effectivement, parfois ça peut être en lien avec une politique publique, mais quand c'est une autosaisine, ce n'est pas le cas forcément. Et puis c'est aussi en lien avec les personnalités que l'on a en face de soi. Donc effectivement, lorsqu'on a travaillé sur l'évaluation participative du contrat de ville, on a été invité à intégrer l'instance politique qu'on appelle le COVIL chez nous, et on voit bien que ça a porté ses fruits. Le fait qu'il y ait une membre du bureau qui participe vraiment à chaque comité de la politique de la ville a permis en fait d'instruire beaucoup plus facilement le travail porté par les citoyens. Et en fait, on n'a pas attendu de produire le travail pour intégrer ce comité, mais on l'a fait dès le début. Ce qui fait que aussi cette personne, donc membre du bureau, a pu partager des informations avec le reste, les membres de l'atelier, et en même temps s'acculturer aux enjeux aussi de l'agglomération. Donc on voit bien que c'est un échange. À la fois, elle était présente pour pouvoir mettre en avant ce que fait le conseil de développement, mais aussi pour bien comprendre les enjeux du territoire et les rapporter à l'atelier. Et effectivement, pour terminer, on a une place privilégiée au conseil communautaire, puisque à chaque élément important, que ça soit la remise d'une publication ou d'une information, il est tout à fait possible en fait, et c'est même à chaque fois le cas, que le président ou parfois un membre du bureau puisse parler à l'ensemble des conseillers communautaires. Un autre outil que vous avez mis en place, Sébastien Rivière, toujours dans ce but de ce travail d'équilibriste dans la relation entre les conseils et les élus, c'est la mise en place d'un protocole de coopération. Vous nous expliquez un petit peu comment vous fonctionnez à travers des groupements Oui, en partant du postulat que la confiance, ça se construit. Effectivement, avec l'agglomération, on a fait le choix de mettre en place ce qu'on appelle un protocole de coopération, c'est-à-dire qu'on a cadré notre fonctionnement avec l'agglomération. On a écrit effectivement comment ça doit fonctionner et quelles sont les règles entre les deux parties. C'est-à-dire qu'avec l'agglomération, on a convenu que tous les trimestres, on se rencontre avec le cabinet, le président, de façon à ce que on puisse se tenir informé, à la fois tenir informé l'agglomération de notre travail, et effectivement pouvoir anticiper les saisines éventuelles, les autosaisines, et puis faire le point aussi sur les difficultés, parce que ça peut arriver, les difficultés. Et du coup, on arrive à créer ce climat de confiance au travers de ce genre d'instances. Il y a aussi effectivement d'autres façons de construire la confiance avec l'agglomération, c'est-à-dire qu'on a mis en place aussi des groupes de travail
Au sein de nos groupes projets, ce qu'on appelle nos groupes projets, on a l'intervention de techniciens et d'élus. On invite effectivement régulièrement, suivant les sujets, des techniciens et des élus pour avoir un travail partagé. Et du coup, on arrive à des avis qui sont construits avec l'ensemble des entités. Ça permet à tout le monde de comprendre quelles sont les problématiques des autres, ce qui fait qu'effectivement, là aussi, on est sur un travail de compréhension et de respect mutuel qui va au-delà de la simple loi NOTRe, quoi. Après, effectivement, il y a l'intervention en bureau communautaire, en assemblée communautaire aussi, et même en conférence des maires, où on est régulièrement invité pour expliquer à l'ensemble des maires de l'agglomération la nature des travaux du Conseil de développement et l'avancée de ces travaux. À Lyon, Jean Fréau, c'est ce que vous appelez l'indépendance dialogante. Joli slogan. Un slogan qu'on avait inventé qui résume bien tout ce qui vient d'être dit. Il faut construire la confiance, là, comme ça vient d'être rappelé. Il faut éviter des pièges, hein, par exemple l'instrumentalisation par tel ou tel groupe politique, par exemple, ou inversement la perception d'être un contre-pouvoir qui est là pour contester ce qui est fait. Donc c'est un exercice très d'équilibriste, hein, qui est sur le fil du rasoir. Je pense que on peut y arriver. En tout cas à Lyon, là, je vois que c'est un exercice difficile, mais qui peut fonctionner. Cela dit, il ne garantit pas pour autant que on sera suivi dans nos recommandations, même si on est très courtoisement écouté dans les séances de rendu. Et là, c'est aussi un autre combat que partagent tous les conseils de développement. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce point. Est-ce que vous êtes écouté ? Alors, Sébastien Rivière, vous avez mis en place des comités de suivi. Ouais, cette question de l'écoute, effectivement, est un éternel débat, pardon. Et nous, effectivement, on a fait le choix assez récent, puisqu'on essayait de suivre un peu l'application de nos travaux, on essayait de voir un peu au doigt mouillé comment ça fonctionnait et si l'agglomération suivait nos travaux, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la bonne méthode, donc on a décidé, avec les élus, de mettre en place un comité de suivi. Ça veut dire qu'effectivement, tous les 6 mois, on a une réunion avec les élus pour faire le point sur la nature, sur nos travaux et comment ils ont eu un effet sur la vie de l'agglomération. Et comment ils peuvent éventuellement en avoir un à court terme ou moyen terme. Ça veut dire qu'effectivement, on se dit sur tel dossier, il s'est passé ça, il y a telle politique, tel point de votre avis qui a été pris en charge. Par contre, on n'a pas fait ça parce qu'on n'avait pas le budget, parce qu'on n'avait pas la volonté politique. Mais en tout cas, ça permet d'installer un échange et ça permet aussi de justifier à la fois aux habitants et aux membres que le travail est fait ou pas, mais en tout cas que leur avis a servi à quelque chose. Christian Potier, vous dites que comme vous êtes porté par le pays, vous découvrez des attitudes différentes selon les communautés de communes. Bah oui, en fait, la loi NOTRe est venue bousculer un peu notre mode de fonctionnement dans la mesure où précédemment c'était le pays, point, voilà. La loi NOTRe qui institue donc les conseils de développement portés par les communautés de communes. Donc on s'est retrouvés, nous, de 6 communautés de communes à 3 communautés de communes, dont 2 qui devaient avoir un conseil de développement et une qui devait pas. Donc voilà, donc pas gagné d'avance. On sentait bien que chacun allait dans son coin. Et donc on évoquait il y a quelques instants le Vatémécom. Il nous a été extrêmement utile parce que le Vatémécom, on est allé voir les élus communautaires, on leur a expliqué c'était quoi un conseil de développement et dans le coup ils ont joué le jeu et ils ont fini par écouter ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire de mutualiser. C'est-à-dire c'était idiot dans notre territoire rural de garder 3 conseils de développement dans des petites communautés de communes, que ça allait pas avoir de sens. Donc fallait qu'on reste dans le pays et donc les élus ont écouté et donc on est bien toujours à un conseil de développement porté par le pays, mais indirectement par les comités de communes. Donc dans le coup, il y a un acteur de plus. Donc c'est pas forcément simple. Donc voilà, alors les comités de communes, elles ont leur propre culture, leur propre mode de fonctionnement et il y en a certaines qui jouent bien le jeu, d'autres qui jouent pas le jeu mais d'un seul coup elles jouent le jeu parce que elles en ont besoin. Exemple, le grand débat. Une comité de communes voulait animer un grand débat dans notre territoire, dans son territoire, et plutôt que de le faire elle-même, ça serait bien que les gens du conseil de développement, voilà. Donc on a travaillé pour eux, et donc dans le coup, ils ont été contents de ce qu'on a fait, donc ils nous découvrent à travers ça. Après, on est aussi, donc il a fallu instituer une instance supplémentaire
On est donc dans les commissions mixtes toujours du pays, mais il fallait aussi qu'on soit dans les communautés de communes, les 3. Et donc on a un référent, donc qui est au conseil communautaire de chacune des 3 communautés de communes, donc 3 référents. Sauf que là aussi, c'est très variable. Il y en a qui jouent le jeu, d'autres qui jouent pas le jeu. On est convoqué, on a l'ordre du jour, on l'a pas. Voilà, ça a rebattu les cartes un peu, et c'est pas forcément simple. Et on parlait d'équilibre tout à l'heure, d'équilibriste. On est dans l'équilibrisme. Voilà. Marine Resson, vous avez expliqué tout à l'heure, ça fait 3 ans que vous êtes en poste, vous posez constamment la question de savoir si vous êtes entendu, écouté. Alors, on me pose souvent la question aussi. Effectivement, les membres d'atelier parfois pendant le travail ou même après le travail, cette question qui est récurrente de se dire mais ce qu'on fait, est-ce qu'on écoutait? Mais ça, vous le découvrez pas. Je pense que c'est des choses qu'on entend quand même un peu partout. Moi, après, en tant qu'animatrice et donc du coup en interne, j'ai quand même tendance à y croire parce qu'on voit bien, en tout cas pour Saint-Nazaire, qu'il y a quand même une évolution de plus en plus forte d'écoute de la part des élus, mais aussi des techniciens, puisqu'on vient nous chercher de plus en plus sur des sujets. Parfois, on va faire un travail, on va nous demander d'aller encore plus loin. Donc, ce genre de signe est quand même encourageant. Après, effectivement, c'est toujours des choses qui sont très peu palpables et malheureusement, c'est compliqué effectivement de rendre compte à ses membres que ça fonctionne. C'est pas suffisamment concret en fait pour motiver les personnes. Jean Frébault, vous parlez de lobbying permanent. Ça a été ça? Il y a plusieurs façons de se battre pour que on soit écouté et entendu. On a parlé de comité des suites. Je pense que le poids du président, de la présidente ou des coprésidents, ça peut compter aussi beaucoup. Je vois aussi la visibilité des travaux du Conseil et leur crédibilité. Par exemple, j'ai en tête, nous avions un élu référent à Lyon qui s'appelait Gérard Claes, qui avait un poids politique très important et qui était très convaincu par la participation. Il nous disait, vous, Conseil de développement, explorer les impensés ou les angles morts des politiques publiques. Et c'est quand on était capable de répondre à ce type d'interpellation, je pense qu'on apportait de la valeur ajoutée au débat et qu'on avait plus de chances d'être entendu par les élus. Mais pour ça, il faut aussi travailler. Alors, je voudrais qu'on évoque à présent la composition des conseils de développement et en particulier la place que les citoyens y ont ou pas. Justement, Sébastien Rivière, vous avez choisi de laisser une place aux habitants du territoire dans un collège spécifique. Nous, non seulement on a choisi de créer un collège des habitants, qu'on appelait d'abord collège des citoyens, mais finalement on l'a rappelé collège des habitants parce qu'on est tous citoyens, quel que soit d'où on vient. Mais le collège des habitants, non seulement on l'a créé, mais en plus il est majoritaire chez nous. On a fait le choix que ce soit le collège le plus important. Donc effectivement, on a 3 collèges chez nous, un collège de représentants des communes qui fait à peu près 30% du nombre de membres, un collège des acteurs qui fait encore 30%, et le collège principal, celui des habitants, qui sont des habitants volontaires. Voilà. Gaël Chapon, vous, au regard de votre histoire, vous avez fait un choix différent et vous restez dans une composition plus de corps intermédiaires, c'est ça ? Alors, en 2019, oui. Donc, pour l'instant, effectivement, issu du Codespar, c'était plutôt une composition de corps intermédiaires, donc de réseaux, donc les chambres consulaires, les réseaux associatifs du territoire. Donc, il y a une volonté, y compris dans les échanges avec les élus, de rester pour l'instant dans la composition sur ce socle-là, parce que ça produit, il y a beaucoup de volontariat. Néanmoins, dans nos travaux, donc sur les projets, sur les saisines, sur les autosaisines, de plus en plus, on cherche, donc les membres travaillent, sont moteurs, mais selon le sujet, on essaye vraiment de se mettre aussi en contact avec des citoyens volontaires. Donc c'est vrai que la démarche d'un collège de citoyens qui permet, issus de chaque commune de la métropole, on ne l'a pas à ce jour, mais c'est une piste intéressante parce que nous, les réseaux représentent souvent des structures, par exemple, départementales ou rhéno-rheinaises. Mais c'est vrai que d'avoir aussi ce pied-là via un collège de citoyens volontaires, c'est une piste intéressante. Alors on a un exemple qui est entre les deux. C'est celui que vous allez nous donner, Jean Frébault, c'est que vous êtes donc un petit peu entre les deux exemples qu'on vient de citer. D'un côté, un collège de citoyens d'habitants qui est majoritaire. De l'autre côté, pour l'instant, pas de place pour les habitants concrètement. Oui,
le débat dans les conseils de développement, c'est société civile organisée ou place des citoyens. Bon, et c'est un débat qu'on vit, je pense, plus intensément aujourd'hui, avec toute l'effervescence qu'on peut constater, les revendications citoyennes. Quand on a créé le Conseil de développement du Grand Lyon, il y a eu l'idée d'un collège citoyen tiré au sort parmi des volontaires. Bon. Et puis également des représentants territoriaux. Je pense que ça a vraiment apporté quelque chose parce que la société civile organisée ne raconte pas les mêmes choses. Bon, et je pense qu'il faut les deux. Il peut y avoir d'ailleurs des frottements et des désaccords. Bon. Moi, je pense qu'il faudrait, surtout dans la période actuelle, aller plus loin, tenter le tirage au sort sur, par exemple, des listes électorales ou des fichiers EDF, etc. C'est pas évident, il faut former les gens, il y en a qui peuvent refuser, c'est comme les jurys d'assises, vous voyez. Et puis, il faut peut-être aussi, quand on a du mal à toucher certaines catégories de citoyens, aller vers eux, mais ça, c'est peut-être aussi l'objet de la suite du débat. Alors, les choses sont un petit peu différentes, toujours pour vous, Christian Potier, parce que vous manquez de candidats, donc il faut aller sur votre territoire que vous nous décriviez, avec des petites communes. Il a fallu surtout aller chercher des volontaires. Voilà, nous on est complètement à l'envers de tout ce que vient de dire le collègue. Nous on va pas tirer au sort parce qu'on tirait au sort rien du tout. Donc nous c'est le contraire, voilà, on manque de candidats évidemment, alors que notre territoire c'est quand même 80 km sur 80 km, donc c'est pas rien, voilà. Ça veut dire qu'il faut se déplacer, donc c'est pas non plus simple aujourd'hui. Et chez nous il n'y a pas de moyen de transport, voilà, ça reste la voiture. Et donc c'est pas simple de convaincre des gens de venir parler de notre territoire et de s'y intéresser. Donc nous on a choisi au dernier renouvellement, on a choisi tout simplement d'abandonner l'idée de collège, parce que l'idée de collège ça veut dire qu'on va aller chercher dans les chambres de commerce, etc., les institutions, des volontaires qui n'ont rien à faire de notre affaire, parce qu'en fait ils sont dans la grande ville qui est Le Mans, qui est à 50 km. Voilà, ça les branche pas plus que ça. Donc ils viennent pas. Donc on a décidé tout simplement de dire, finalement, on va demander aux habitants, alors d'abord une première condition, habiter le territoire ou travailler sur le territoire. Donc ça veut dire déjà une implication. Et puis après, qui a envie, qui veut s'intéresser, qui veut raconter, qui veut dire, qui veut prendre des décisions. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a recruté. Et on parlait de promo tout de suite. Nous on a fait de la promo. On va à la radio locale, on met des petites annonces dans le journal, voilà, etc. Et comme ça, on arrive à avoir un certain nombre de gens, environ 25 aujourd'hui, qui vraiment ont envie. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une vraie motivation et une vraie envie de travailler. Alors que dans l'ancien système, on était 40 dans le conseil de développement et on était 15 en réunion, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, on est souvent une vingtaine. Et ils ont vraiment envie de venir, et même s'il faut faire 30 km en voiture, ils viennent. Donc voilà, c'est la grande nouveauté qu'on a mis. Alors après, il a bien fallu qu'on classe en collège, donc on a classé en collège, mais voilà, pour la forme, on fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est vraiment une poignée de gens, environ 25, sur un territoire de 80 000 habitants, qui vraiment ont envie de s'investir. Alors ça renvoie tout de suite à la question de la représentativité. Les conseils de développement sont-ils finalement le lieu d'une représentativité? Marine, vous dites on ne peut pas se permettre d'être représentatif. Pourquoi? Je sais pas s'il faut être aussi radical, mais en fait, pour moi, ce qui est compliqué, effectivement, c'est la notion de représentativité. On voit bien, on nous demande de plus en plus de tendre vers des statistiques, notamment aussi la parité ou autre. Moi, c'est une question que j'aborde très très souvent avec un membre du bureau, qui est un jeune membre du bureau qui vient d'arriver il y a 1 an, qui est un actif et bon, je vais pas faire de clichés, mais qui est aussi un ingénieur. Je viens des sciences sociales, on se comprend pas. C'est pas toujours évident. Et lui, c'est très important pour lui la représentativité. Et sauf que moi, au quotidien, je vois que c'est quand même compliqué d'avoir un conseil de développement qui représente la population de son territoire. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut tendre vers la pluralité de points de vue, qui est quand même la grande richesse en fait d'un débat déjà avant tout, et puis aussi aller vers, c'est-à-dire se permettre de pas forcément rester cantonné à des discussions entre membres, mais ne pas hésiter effectivement d'aller sortir et d'aller rencontrer d'autres acteurs, donc à la fois des habitants, mais aussi des acteurs des parties prenantes, ça peut être des acteurs économiques, ce que fait un peu du coup le Codespar en allant vers des citoyens. Nous, on le fait depuis très longtemps. Donc après, la question se pose sur est-ce que ce n'est pas plus pertinent, alors c'est une question, nous on se la pose pas forcément encore à Saint-Nazaire, mais d'avoir un fonctionnement ouvert, c'est-à-dire ne plus avoir cette notion de membre, mais d'avoir une instance très ouverte, ce qui est le cas d'ailleurs à Nantes, mais voilà, la question se pose. Sébastien Rivière, vous partagez ce point de vue?
Oui, parce que la représentativité, elle est difficile. Si on veut coller à la loi, c'est complexe. Donc effectivement, nous, on a compris qu'on aurait du mal à être totalement représentatif. Donc on a fait le choix plutôt on veut faire le choix d'aller vers et de recueillir la meilleure parole, la parole la plus large. C'est aussi en portant un avis qui lui peut être représentatif de la parole des habitants du territoire qu'on gagne en représentativité aussi. Elle peut être là, la représentativité. Elle n'est pas forcément que dans la composition. Donc l'enjeu, pour nous, il est d'aller chercher et de sortir des murs, effectivement, le plus largement possible, et d'essayer d'aller chercher la parole le plus largement possible. C'est-à-dire que, avec notamment des allées et venues des membres, essayer d'élargir au maximum le spectre du Conseil de développement, avec la possibilité, on est en train d'imaginer des choses qui permettent effectivement de devenir membre uniquement pour un projet, enfin, d'avoir un panel de gens le plus large possible, en plus d'aller vers les habitants le plus souvent possible. Christian Potier, est-ce que ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, du coup, le fait d'avoir fait appel à ces volontaires, quel que soit leur profil, a permis une représentativité finalement, par le fait du hasard? Loin d'être évident, c'est vrai qu'on a essayé et qu'on essaye toujours d'avoir cette représentativité, aussi bien parité que représentativité des corps professionnels qu'on trouve sur le territoire, des tranches d'âge aussi, c'est important, mais c'est pas du tout évident parce que voilà, les gens ont envie ou ont pas envie. Alors on fait un petit peu comme dit le collègue, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer le plus possible. Quand je dis qu'on avait fait de la promo, c'était ça en fait. Hein. On a essayé de dire, voilà, vous êtes jeune, vous avez 18 ans, ou alors vous êtes un ancien retraité, ou alors vous êtes agriculteur, etc. Et donc venez avec nous quoi. Et donc alors ça marche pas, c'est pas forcément. Et puis donc l'autre chose qu'on a mis en place, ce que disait le collègue, c'est qu'on est ouvert, c'est-à-dire qu'on c'est pas un conseil de développement fermé, on n'est pas élu pour 3 ans ou 4 ans. Non, on entre, on sort en fonction des besoins et en fonction des thèmes qui sont évoqués. Et là, on communique là-dessus pour qu'on ait le maximum de gens qui viennent. Gaël, vous aviez, vous, avant ce système de représentativité et vous l'avez abandonné. Oui, donc au niveau du CODESPAR, historiquement, effectivement, c'était non seulement une dynamique de représentativité, mais d'organismes paritaires. Donc on est vraiment parti de ce socle-là. Et donc dans la bascule avec la loi NOTRe pour ce nouveau conseil de développement de métropole, alors là, on a carrément fait le 180 degrés puisqu'il n'y a plus de composition, il n'y a plus de collège en fait. Voilà, on est passé de 3 collèges paritaires à plus de collèges. Et donc il y a eu une mue culturelle, je dirais, de passer de la notion de représentativité, qui des fois n'avait pas toujours son sens non plus, vers effectivement la diversité et l'ouverture. Donc à la fois une composition socle, mais on sait bien qu'elle fait pas le tour. Nous on a 70 membres à peu près aujourd'hui, et on continue d'en accueillir, on en recherche. Mais effectivement ensuite dans les travaux, voilà, de mobiliser les parties prenantes. Donc voilà, de la représentativité vers un essai de plus de diversité. Alors, Jean Frébault, vous y tenez à cette représentativité. Vous dites les frontières doivent être poreuses, mais il faut avoir le réflexe de la représentativité. Oui, la représentativité, je pense que c'est un idéal qu'on peut pas atteindre en interne. Hein. C'est pour ça, moi, je pense que tous mes collègues ont parlé de frontières poreuses, effectivement. Hein. Bon, y a plusieurs combats. Il y a le combat de l'égalité homme-femme à laquelle la loi nous invite. Hein. Et je crois que certains conseils, mais peu nombreux, sont arrivés à l'atteindre. Hein. Donc il y a encore des progrès à faire. Mais on sait très bien aussi qu'il y a des catégories de population qui vont pas venir spontanément membres permanents, les jeunes, hein, par exemple, les personnes en grande difficulté, les personnes fragiles, hein, bon, les populations issues de l'immigration, hein, bon. Alors, moi, je pense qu'il y a la nécessité aussi, pas seulement de faire venir, mais d'aller vers. Moi, je cite 2 exemples qu'on a vécu là dans le conseil quand je le présidais. On avait créé un forum jeune pour parler du SCOT. Hein. C'était une grande réunion qui a duré tout un samedi. Ils nous avaient dit des choses très fortes ce jour-là, mais ils avaient pas envie de venir à des réunions où ils auraient peu la parole, etc. On a fait aussi une séance passionnante qui s'appelait être à l'écoute des personnes en difficulté absentes du débat public, avec ATD Carmonde et d'autres collectifs accompagnant les personnes fragiles. On a monté une séance absolument remarquable où seuls eux avaient la parole devant des élus et pendant
plus de 2 heures, ils ont pu dire ce qu'ils avaient dans les tripes, si je puis dire, quoi. Donc, les frontières poreuses, actuellement, Anne-Marie Comparagny avec Henri Japot font un travail que je trouve assez remarquable d'aller piocher dans tout ce qui existe comme initiative citoyenne, hein, dans le territoire de la métropole, sur l'insertion, sur l'écologie, sur la solidarité, etc. Donc, c'est aussi puiser des ressources extérieures des conseils de développement, quitte à ce que dans chaque proposition, il y a un mélange de membres permanents et de gens qui sont extérieurs et qui sont là même à titre temporaire. Je pense qu'Henri en parlera beaucoup mieux. Bon. On va donner bientôt la parole, bien sûr, à la salle. Peut-être un dernier point que je voudrais que nous abordions, c'est quelle relation finalement aujourd'hui les conseils de développement entretiennent-ils avec les instances, surtout dans un contexte très particulier où les corps intermédiaires sont un peu mis en question. Est-ce qu'ils permettent de recréer du lien, de citoyenneté? Sébastien Rivière, vous dites c'est en fait c'est une question de volonté. On prend la place. Très clairement, il faut pas attendre qu'on nous donne une place, il faut la prendre. Avec nous, on a une posture où on a dit à notre élue référente, à la fois que nous ne sommes pas la seule instance permettant aux habitants d'évoquer leurs difficultés, après tout, ou leurs problèmes, ou leurs idées, mais que malgré tout, on a la volonté d'aller partout sur le territoire et de prendre la place qui des fois n'est pas prise. Ça veut dire qu'effectivement, avec les créations des nouvelles agglomérations, nous on est passé de 16 à 38 communes, et on a décidé de faire des rencontres territoriales citoyennes sur l'ensemble du territoire, notamment les plus éloignés, où cette agglomération a le plus de mal à exister. Donc on prend la place qu'on a la volonté de prendre, et on y va. On se pose pas la question, on y va, et puis effectivement, on prend la place. Jean Fribault, certains conseils de développement ont perdu de la visibilité. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question. En tout cas, je ressens, comme je le disais tout à l'heure, une période très foisonnante d'initiatives participatives qui passent pas forcément par les conseils de développement. Hein, ça peut passer par des instances à d'autres échelles, hein, par exemple les quartiers en politique de la ville. Hein, je parlais des conseils citoyens. Et puis ça peut venir des citoyens eux-mêmes, organisés ou inorganisés. On l'a bien vu dans l'actualité extrêmement récente. Hein. Alors moi, les corps intermédiaires, je pense que c'est important parce qu'ils ont la capacité de construire du collectif, de digérer tout cela, mais ils ont aussi des défauts. Hein, ça peut être très piégeant, ils peuvent être refermés sur eux-mêmes. Si je compare les conseils de développement à d'autres instances comme par exemple les Césaires ont du mal à avoir des frontières poreuses, ils essayent. Hein, bon, mais enfin, on va pas rentrer dans ce débat, quoi. Bon, il faut mettre en réseau aussi toutes ces instances, les instances institutionnelles, mais aussi les instances informelles. Donc il y a tout un travail d'écoute de ce qui se passe à l'extérieur des conseils de développement. Et je sais que beaucoup le font ou tentent de le faire, qui me paraît très important pour l'avenir. Alors, je voudrais qu'on prenne peut-être 2 exemples. Gaël Chapon, vous avez un exemple concret avec des cartes blanches que vous avez mises en place. On va éteindre le micro de Jean. Voilà. Oui, tout à fait. C'était des cartes blanches, en fait, sur 4 réunions dans la métropole autour du plan climat de Rennes Métropole. Donc on a eu des temps de calage assez longs justement par rapport à toute cette indépendance dialogante. Il y avait une première partie de ces réunions-là, donc en commune, hein, qui était animée par vraiment Rennes Métropole et qui présentait le plan d'action du plan climat. Et on avait une carte blanche animée par d'ailleurs des bénévoles du Conseil développement en deuxième partie, avec les mêmes citoyens, et on les mettait vraiment en contribution en fait autour de ce qu'ils avaient entendu sur la première partie, en atelier, voilà, en échange entre eux. Et on a pu verser en fait l'ensemble de ces contributions déjà premier point au registre de consultation, enfin de l'enquête publique. Et le deuxième point, surtout ce qui nous semblait important, c'est que par ces rencontres-là entre les citoyens, on avait de l'intelligence collective. C'était pas juste des contributions individuelles, il se créait aussi des échanges et une sorte d'émulation. Et donc ça nous a aussi servi directement nous à construire notre feuille de route au niveau du Conseil développement pour 2019. Donc on est en train de le faire. Et entre autres sur 2 sujets, celui du suivi-évaluation du plan climat, mais suivi-évaluation citoyen,
C'est-à-dire, on sait qu'il y a forcément des obligations de tableau de bord très précis, quantitatifs, etc. Donc que la métropole mettra en place. Mais il y avait une attente des citoyens présents pour aussi contribuer à leur façon à ce suivi, évaluation. Et le deuxième point, c'est l'adaptation au changement climatique, parce que le plan climat, comme beaucoup d'autres plans climat, est beaucoup sur la réduction des émissions de CO2, mais moins sur l'anticipation du changement climatique. Donc ça, les citoyens avaient aussi envie de s'impliquer là-dedans. Un autre exemple de participation avec vous, Marine Resson, c'est lors du grand débat national. Alors oui, effectivement, lors du grand débat national, le Conseil de développement de la Carène, donc de Saint-Nazaire Agglomération, s'est posé la question quelle place il devait avoir. Donc on ne parle pas du coup d'instance, de travailler avec une instance existante, mais en tout cas de travailler à l'échelle des territoires. Et finalement, un débat en interne s'est créé parmi les membres. Donc, soit, mais aussi certains maires de communes sont venus chercher les membres du conseil de développement parce qu'ils ont reconnu leur expertise à la fois pour aborder des sujets de société, mais aussi en termes d'animation. Et puis la troisième raison qui fait que les maires sont venus chercher les membres du conseil, c'était aussi cette posture de garant qui pouvait être intéressante, notamment à l'échelle des communes. Donc là, on voit bien en fait qu'il peut y avoir des partenariats assez forts à l'échelle communale et pas uniquement intercommunale. Et donc on a tiré beaucoup de positifs de cette expérience, et ça re-questionne effectivement sur notre place aussi de demain en tant qu'animateur de débats territoriaux. Alors, j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, qu'on se tourne vers la salle pour avoir aussi vos réactions et vos réflexions sur ces différentes thématiques que nous venons d'aborder, que ce soit les relations avec les élus, les instances, sur le fait d'être entendu, écouté et entendu, sur la place des citoyens aussi, avec tout ce mouvement Gilets jaunes dont on a parlé, sur la représentativité. On a eu quelques exemples avec nos intervenants sur la scène, mais j'aimerais qu'on puisse les compléter avec des exemples peut-être dans vos conseils de développement respectifs ou des difficultés auxquelles vous êtes ou avez été confrontés. Alors, Cécile Valverde, présidente du conseil de développement du SICOVAL, dans la banlieue, on va dire, de l'agglomération toulousaine. Nous avons été confrontés sur notre intercommunalité à une incompréhension, on va dire, entre le CODEV et la présidence, puisque le CODEV immédiatement a souhaité organiser une réunion ou plusieurs réunions de grands débats pour traiter de tous les sujets, mais d'une manière très neutre, comme nous en avons l'habitude de faire, puisque nous sommes très vigilants sur l'implication politique et sur la neutralité. Ce qui était la consigne nationale. Absolument, de toute façon, d'accord. Et la présidence nous a quasiment interdit, je vais dire, de tenir ces réunions au titre du CODEV intercommunal. Et nous a proposé de répondre à la demande des communes. Sauf que la demande des communes étant montée en puissance, on a dit non, on ne peut pas, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens de répondre à votre demande. Il y a eu un très gros malaise parce que nous aurions pu, je pense, enfreindre peut-être, mais à ce moment-là, c'était la démission du conseil de développement, enfin, en tout cas du bureau. Et nous sommes restés sur cette situation. On s'en est bien expliqué quand même avec le président, mais il y a un petit malaise qui restait, bien évidemment, sur cette... Alors, on a bien compris que c'était pour des postures politiques, en fait, que l'interdiction nous avait été faite. Or, nous avons essayé de nous défendre de notre neutralité, enfin, sur cette neutralité que nous affichons. Et nous sommes restés là-dessus. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que finalement, les maires, les uns après les autres, apprécient beaucoup, beaucoup la neutralité dont nous avons fait preuve dans cette affaire. Voilà, je voulais témoigner de ça. Une question peut-être à nos intervenants, parce que vous avez dit j'en ai beaucoup, on peut peut-être en prendre quand même une ou deux. Alors l'une des questions, c'est certainement de savoir, bien, par exemple, ces commissions mixtes en fait que vous avez réussi à créer les uns et les autres avec les élus.
parce que ça n'est pas notre cas. Même si nous avons une oreille attentive de la part de la présidence et du Conseil, lorsque nous rendons compte d'une saisine ou d'une autosaisine, nous avons beaucoup de mal. Enfin, nous n'avons pas réussi à créer ce lien permanent avec les élus, les commissions de travail, et ça nous manque beaucoup parce qu'on se sent, on n'a pas d'informations. Les seules informations que nous avons, nous allons les glaner en assistant à titre de candidat libre au Conseil de communauté. Donc tous ces D'accord. aspects-là nous intéressent beaucoup. Alors, si on peut donner des pistes de comment vous avez fait. Oui. Moi, je veux bien donner juste un petit complément. Effectivement, pour avoir cette information permanente aussi, il y a un niveau aussi technique, parce qu'effectivement, d'aller chercher les informations dans les services, auprès des bonnes personnes. Donc, je ne sais pas si vous avez de l'appui technique pour votre conseil développement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout demander aux bénévoles non plus. Cette information-là, au quotidien, voilà, moi, j'ai une homologue à Rennes Métropole qui est une porte d'entrée. Alors là, c'est une grosse boutique, mais c'est important. Moi, je l'aurais pas, j'aurais pas accès aux bonnes informations non plus que je peux ensuite transmettre aux bénévoles. Donc, l'enjeu aussi, voilà, je voulais dire un mot là-dessus. L'enjeu de l'appui technique, il est aussi important parce que les bénévoles, ils peuvent pas tout faire. Et en particulier, aller glaner l'information. Et sur la mise en place de ce travail avec les élus, Marine. Là, c'est pour compléter. Alors, plutôt pour l'aspect technique. Effectivement, on disait tout à l'heure, donc ça fait peu de temps que je suis en poste, donc 3 ans. Ça a été un enjeu fort d'aller chercher, enfin, en tout cas sur ma prise de poste, de comment aller chercher de l'information pour le rendre compte aux bénévoles et notamment aussi rendre compte des jeux d'acteurs aussi en interne. Parce qu'il y en a aussi entre élus, bien entendu, mais aussi entre techniciens. Et une des solutions qui a été la mienne, donc vraiment liée au contexte nazérien, ça a été en fait d'intégrer le conseil de développement dans une direction assez stratégique, qui est très transversale, qui est en lien avec l'évaluation des politiques publiques, la transition énergétique et les coopérations territoriales. Et donc on a intégré le conseil de développement dedans. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, parce qu'avant on était attaché directement au directeur général, ce qui apporte aussi beaucoup de choses. Hein. Mais en soi, moi, c'était une de mes solutions. Oui, Sébastien. Pour revenir sur les groupes de travail mixtes, en fait, nous, on l'a fait. La première fois qu'on l'a fait, on a lancé un appel à candidature, effectivement, et c'est des techniciens volontaires et des élus volontaires qui sont venus, qui ont intégré les groupes. Donc, en fait, on s'est pas posé vraiment la question enfin, c'était un sujet transversal quand même, puisque ce premier groupe, il a eu lieu sur la mise en place d'une politique globale citoyenne au sein de l'agglomération. Ce qui était parti d'un travail en autosaisine au tout début, puis qui a continué sur des saisines de l'agglomération. Mais on a fait un appel en candidature, ça s'est fait assez simplement, et finalement, sur la base du volontariat, on arrive à trouver des gens qui sont intéressés, puisque les techniciens venaient en dehors même de leurs heures de travail. Hein. Donc effectivement, ça s'est fait assez naturellement, assez simplement, sans grande difficulté politique finalement. Oui, vous souhaitiez prendre la parole. À vous. Oui, bonjour, Claude Rizac, président du Conseil de développement de Saint-Étienne Métropole. Peut-être, j'aurais aussi une question, mais un point sur nos relations avec les élus. Bon, il y a une liberté de parole qui nous est même demandée, et le président de Saint-Étienne Métropole vient tous les ans devant le Conseil de développement, rendre compte en quelque sorte de ce qu'il a retenu de nos suggestions, de ce qu'il n'en a pas retenu et des raisons pour lesquelles il l'a pas fait. Et cette réunion se prépare très en amont avec son cabinet. On le reliste nos propositions, etc. C'est assez détaillé. C'est-à-dire, c'est pas un discours un peu impressionniste, c'est pas général, c'est assez détaillé. Voilà, donc ça, c'est un peu en quelque sorte le retour, et ça motive beaucoup les membres. Évidemment, de savoir que le président de Saint-Étienne Métropole fait attention à ce qu'ils font. Et le président de Saint-Étienne Métropole nous demande aussi, alors après ça va dans le sens des élus, ça ne le va pas, mais de s'exprimer dans la presse. C'est-à-dire que les avis sont commentés, enfin il n'y a pas de crainte de ce qui peut être dit par le Conseil de développement. Alors après, ça intéresse ou ça intéresse pas. C'est vrai que quand on parle du stade Geoffroy Guichard et de savoir s'il faut le vendre à l'équipe des Verts, ça intéresse plus la presse que quand on parle d'équation entre la formation et l'offre d'emploi. Mais bon, après ça regarde les journalistes. Et la question que je voulais vous poser, c'est un point qui a peu été évoqué, c'est la relation avec les services. Finalement, la relation avec les élus, chez nous, elle est assez fluide et assez simple.
les relations avec les services, ça veut dire obtenir des informations, parce qu'on en a besoin pour construire nos avis. Ça peut être une crainte de la part des services de penser, ce qui n'est évidemment pas le cas, on n'est pas là pour ça, qu'on juge leur propre travail, etc. Donc je voulais un peu que vous exprimiez sur ce sujet. Sébastien? La relation avec les services, nous, c'est effectivement c'est la cellule technique qui est la clé, hein, c'est la clé d'entrée effectivement. Quand vous avez une directrice du conseil de développement qui comme chez nous est particulièrement efficace, particulièrement intégrée, qui connaît absolument tout le monde, elle connaît les points d'entrée, elle connaît les clés, et du coup, ça habitue les services à voir le conseil de développement, à l'entendre, à lui donner des informations, et au fil, ça installe une relation de saine et habituelle en fait. Et du coup, à force, les services se sont habitués, il y a une vraie logique. Maintenant, c'est même les services qui se posent la question de savoir est-ce qu'on a posé la question de la démarche citoyenne dans notre projet. Donc effectivement, cette démarche a installé des habitudes, et maintenant, c'est même eux qui viennent vers nous grâce à ce travail proactif de notre cellule technique. Oui, Jean Maillet, UNADEL, Union nationale des acteurs du développement local, plutôt un témoignage d'un compagnon de route des conseils de développement, puisque comme le rappelaient Jean et Gaël, effectivement, il y a 25 ans, 30 ans, les comités de bassin d'emploi ont pour certains préfiguré les conseils de développement d'aujourd'hui. Moi, je voudrais déjà, nous féliciter collectivement que 20 ans après, il y ait des conseils de développement actifs et à l'évidence très tournés vers l'avenir qui sont présents, mais aussi faire un constat qui est peut-être un petit peu plus froid, c'est que si en décalque de vous tous qui êtes ici présents, il y a le grand vide de tous les EPCI de plus de 20 000 dans laquelle aujourd'hui il n'y a pas de conseil de développement, et des questions quand même doivent pouvoir se poser sur le pourquoi de cela. Alors il y a naturellement la loi qui s'applique, et pour autant cette loi qui s'applique, les élus ne s'en emparent pas. Donc à un moment donné, c'est pas un reproche, c'est un constat. Comment pourrons-nous passer des quelques conseils de développement qui existent, je dirais aujourd'hui quand même principalement, si on regarde la carte, beaucoup dans le monde des grandes villes, peut-être un peu moins dans le monde rural, comment on passe de cette France des conseils de développement à une France de tous les territoires où cette participation peut s'incarner, cette participation citoyenne peut s'incarner. Ça reste encore pour les gens qui, comme moi et quelques autres, dont Jean et mais aussi Gaël, avons été très militants autour de la loi Voynet dans les années 90, comment faire en sorte que dans le contexte actuel, ce dialogue citoyen s'incarne davantage. Il y a aussi un challenge qui vous concerne. Ça ne peut pas être simplement que des échanges de bonnes pratiques au sein de la coordination qui sont indispensables, mais pas suffisants. Comment aussi êtes-vous davantage ou avez-vous la possibilité d'être des ambassadeurs autour de vous de cette dynamique auprès des élus qui en auraient bien besoin? Merci pour votre témoignage. Il y avait une question peut-être. Question, plutôt remarque, Maude Fourier. Donc, je suis conseillère déléguée auprès du président de Grand Angoulême. Donc, je travaille étroitement avec Sébastien Rivière. Deux choses. Première chose sur l'implication que l'on peut permettre dans les instances que moi j'appellerais fermées d'une communauté, d'une assemblée délibérante. Plusieurs exemples, évidemment, bureau communautaire, assemblée communautaire. Et ça a été cité, des réunions groupes de travail qui mixtes, élus, techniciens et membres du conseil de développement. Aussi une volonté de notre part de faire rentrer le conseil de développement dans les comités de pilotage. Alors pas en finalité, lorsque la décision est prise, mais bien en amont, avec liberté de parole ou pas, hein, ça dépend du sujet abordé par le comité de pilotage, mais puisqu'on est amené à les saisir de sujets, autant qu'ils rentrent dans ces instances qui sont capitales. Deuxième sujet, pour moi, les conseils de développement, vous êtes un diffuseur de pratiques de démocratie participative. Vous avez beaucoup parlé de l'écoute que vous pouvez avoir ou pas, malheureusement, auprès de vos élus. Mais là, j'entends par là des élus communautaires. Moi, ce que j'entends dans la diffusion de pratiques, c'est aussi envers mes collègues élus municipaux. Et pour ça, le collège des référents
que le Conseil de développement de Grand Angoulême a mis en place, c'est un référent par commune qui vient présenter les travaux du Conseil de développement. Et ça, c'est extrêmement important pour que les élus des territoires comprennent mieux les enjeux qu'il y a autour de la démocratie participative et comprennent mieux leur agglomération eux-mêmes. Parce qu'en fait, entre élus communautaires et élus municipaux, parfois, il y a un énorme gap. Un élu avec la refonte, avec la loi NOTRe, on a malheureusement certaines petites communes qui n'ont donc maintenant plus qu'un représentant, qui se sentent donc dépossédés de la chose communautaire. Et fort heureusement, des collèges comme ça nous permettent encore d'avoir un lien plus continu avec nos collègues élus municipaux. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Si vous souhaitez réagir à une intervention de la tribune, oui, Christian Potier. Oui, moi je voulais juste dire que, évidemment, là, comme le collègue a évoqué, dans les zones rurales, en dehors des grandes agglomérations, les conseils de développement souffrent énormément, souffrent tellement qu'ils disparaissent, vous l'avez évoqué. Et c'est vrai que, pour prendre notre exemple, si nos élus n'avaient pas été à l'origine du conseil de développement, je pense que à l'arrivée de la loi NOTRe, on disparaissait purement et simplement. Parce qu'en fait, dans les élus d'aujourd'hui, avec les soucis qui sont les leurs, je parle toujours en zone rurale, ils voyaient pas forcément a priori l'intérêt d'un conseil de développement. La communauté de communes chez nous, qui a que 15 000 habitants, a donc joué le jeu d'en avoir un parce qu'il y avait un historique. Il n'y aurait pas eu d'historique, il n'y en aurait plus, ça serait terminé. Donc c'est vrai que l'avenir est très incertain. Et là, on parlait tout de suite là de relations avec les services. Nous, c'est très rapide la relation avec les services, parce qu'en fait, c'est la directrice du pays, qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, qui en même temps, quand elle peut, elle essaye d'animer le conseil de développement, pointe à la ligne. Il n'y a pas autre chose. Et donc ça, c'est compliqué avec l'arrivée des comités de communes, puisque aujourd'hui, les comités de communes, les gens dans les services des comités de communes, conseil de développement, qu'est-ce qui vient nous embêter encore, quoi. Donc la relation est de plus en plus, non pas difficile, mais inexistante ou peu existante. Donc ça ne joue après que sur du relationnel. Parce qu'on connaît la DGS de tel comité de communes, alors là on a les infos, là on la connaît pas, on n'a pas les infos. Voilà, on est dans cette situation-là en milieu rural. Donc ça a quand même rien à voir avec ce que vous pouvez connaître dans les grandes agglos, où il y a une structure quand même, et avec des gens affectés à. Nous, c'est pas affecté à. Je dirais que les techniciens sont aussi dans le bénévolat. Donc évidemment, les moyens techniques et financiers, il n'y en a pas. Et donc le fait de vouloir promouvoir un conseil de développement en zone rurale, on souffre quand même beaucoup. On comprend bien. Une intervention. Oui, enfin, un témoignage. Françoise Carayon, je suis dans les conseils de développement depuis 2003. Donc j'ai été présidente de celui de Plaine Commune et maintenant je suis participante à celui de La Rochelle. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne change pas, en tous les cas, dans les fonctionnements de conseils de développement. C'est le trépied de la volonté politique, de la participation des services techniques et de la représentativité des citoyens. Et je me dis, vous êtes la table idéale, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun conseil à la table où il n'y a pas de volonté politique. Et quelles sont les conséquences? Où il y a une difficulté de travail avec les services techniques. Et quelles sont les conséquences? Et la représentativité des citoyens. Alors je dirais, la représentativité des citoyens nous appartient un peu plus quand même. Et c'est vrai que je pense que il y a une évolution qu'on doit avoir, c'est que, on ne peut plus se suffire de fonctionner entre soi-même avec des gens qui sont mandatés et qui se sentent représentatifs ou qui se sentent motivés. Il faut absolument qu'on s'ouvre au mouvement qui se crée dans les territoires. Et je pense qu'on trouvera beaucoup plus de participation des citoyens, parce que je pense que c'est notre recherche. La représentativité, elle est au niveau des citoyens, elle n'est pas au niveau des corps intermédiaires. Ça, on sait faire. Et je pense qu'il y a vraiment une ouverture qu'il faut qu'on accepte. Mais je me dis, et ça c'est la question que je pose, c'est quel risque on aurait d'ouvrir les conseils à ce type de mouvement. Parce que je pense que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a des freins. Merci pour votre question.
Une réaction, une réponse à table? Oui, Marine? Alors effectivement, la question se pose, mais après tout dépend ce qu'on fait, parce qu'un conseil de développement peut très bien s'axer plutôt sur de l'information, sur une diffusion de culture partagée, ou alors sur la production. Moi, je donne l'exemple de ce qu'on fait à Saint-Nazaire. On a toute la partie réflexion citoyenne qui vous parle aussi à tous, puisque du coup, c'est des ateliers de réflexion. On produit un avis et on le donne aux élus, en lien avec les saisines et autosaisines. Mais il y a aussi depuis très longtemps une offre de participation qu'on met autour de la connaissance du territoire, qui s'organise autour de visites et de conférences. Et là, en fait, on voit qu'on touche beaucoup plus de personnes qui ne sont pas considérées, entre guillemets, comme membres du conseil. Et je donne l'exemple du plan climat, où au lieu de produire un avis qu'on avait déjà fait en 2014 sur le changement de comportement, là, on a été saisi de nouveau, et le bureau du conseil de développement a décidé de faire une démarche pendant 6 mois de sensibilisation autour des enjeux du plan climat. Et en fait, on a proposé des visites, des cafés rencontres, enfin, peu importe le format. On en a d'ailleurs profité pour expérimenter des formats, pour voir ce qui marchait sur notre territoire ou pas. Et là, on a eu un succès quand même assez important, pas en termes de nom, enfin, même si c'était important, mais surtout parce qu'on avait très peu de membres du conseil qui étaient là, mais beaucoup de nouvelles personnes. Et c'est là où on s'est rendu compte et puis on a été sur les territoires. Et ça a bien fonctionné. Par contre, on était dans une démarche où on ne produisait pas un avis, mais on sensibilisait. Effectivement, c'est encore moins palpable qu'un avis qu'on va donner aux élus, mais par contre, ça a certainement fait beaucoup de petits derrière, et voilà. Sébastien Potier? Oui, enfin, Rivière, à Angoulême, on a... J'ai mélangé les prénoms et les noms, ça va pas du tout. Ça va aller. À Angoulême, on vient de faire un audit, justement, parce qu'on s'est posé ces questions il y a à peu près 2 ans déjà, et on a décidé de faire un audit, à la fois pour faire le point sur ce qu'on était, et sur ce qu'il faudrait qu'on soit par rapport à la volonté des membres et des habitants du territoire, et aussi des instances. Donc effectivement, aujourd'hui, nous, on va chercher éventuellement à évoluer sur le fait d'être, au-delà d'un conseil de développement, d'aller bien plus loin, d'être un centre d'innovation sociale, effectivement une espèce d'endroit où il se passe plein de choses. Certes, il y a le cadre légal, ça il y a un moment on doit remettre des avis, on doit avoir des avis, on doit travailler, c'est la base, effectivement, c'est aussi un gage de crédibilité, mais on peut faire beaucoup plus si on le souhaite. Donc nous, à Angoulême, c'est ce qu'on souhaite, on veut aller beaucoup plus loin, à moyen terme, à moyen et long terme, aller beaucoup plus loin et être effectivement un catalyseur des énergies locales. Donc ouvrir largement la capacité de travail du conseil de développement à des tas de membres qui aujourd'hui n'y ont pas accès, pour pas rester dans l'entre-soi. Le risque, c'est l'entre-soi, toujours. On le sait qu'on peut avoir un modèle, d'ailleurs c'est souvent ce qu'on nous reproche, quand on nous met en difficulté, c'est souvent ce qu'on nous reproche. Donc effectivement, il faut qu'on aille plus loin et qu'on soit en capacité d'aller plus loin pour ceux qui ont plus de bouteilles, entre guillemets. Donc il y a des étapes à parcourir, on le sait tous, mais on sait aussi que ceux qui peuvent doivent aller plus loin aujourd'hui parce qu'on arrive à des limites qui sont dangereuses si on les dépasse pas. La question des moyens, voilà. Qui n'est pas beaucoup abordée, on peut l'aborder. Oui, de moyens, c'est vrai. Pardon, je monopolise la parole. De moyens, c'est vrai, mais de volonté. Après, les ruraux, effectivement, les communautés de pays ont plus de difficultés. Les agglomérations, déjà, s'il y a une volonté politique, c'est évident, c'est la base. Mais s'il y a aussi une volonté du Conseil de développement de dépasser ça, eh ben, on peut trouver des chemins avec l'agglomération qui nous permettra, à condition d'être respectueux, de revenir, enfin on va pas refaire la conversation qu'on a eue, mais à condition d'être respectueux de tout ça, on peut trouver des chemins qui nous permettent d'aller au-delà. Alors, il y avait 2 autres prises de parole. Ici, mesdames et monsieur là-bas. Oui, bonjour, je suis Pia Ims, élue, maire d'une commune de 3600 habitants et conseillère déléguée auprès de l'Eurométropole de Strasbourg. Je représente le président. J'ai une question du côté des finances et des budgets qu'on a peu abordés. Et j'aimerais vous poser 2 questions. La première, est-ce que dans vos conseils de développement, vous avez déjà été associé au débat budgétaire? Je sais bien que les CODEV sont amenés plutôt à réfléchir sur le court moyen terme, mais néanmoins, puisque le budget représente quand même fondamentalement les grandes options stratégiques d'une agglomération, est-ce que vous avez été associé au débat budgétaire en amont? Et deuxième question, puisqu'on est dans le budget et dans les finances et que vous disiez vous souhaiteriez être centre d'innovation sociale, est-ce que vous avez par exemple déjà
proposer un budget citoyen, un budget participatif. Vous savez, donc vous connaissez ce mode, je crois, cette formule qui permet à un certain nombre de citoyens de faire des propositions concrètes budgétaires pour autant qu'une certaine somme soit dédiée à ce budget participatif. Donc quel est votre rôle, quel a été votre rôle dans le débat financier qui représente quand même les grandes orientations stratégiques? Merci. Merci pour vos deux questions. Alors, oui, on va d'abord peut-être chercher des réponses. Oui. Rapidement, oui, puisqu'on n'a pas encore été invité au débat budgétaire, pour être clair, c'est un domaine réservé des élus aujourd'hui. Concernant le budget participatif, la proposition est lancée, la réponse est entendue, mais il faut le mettre en place. Donc effectivement, là on est en fin de mandature, on ne sait pas si ça va être possible sur cette mandature. On espère pouvoir traduire ça concrètement sur la prochaine mandature. Mais c'est dans les tuyaux chez nous, et effectivement, c'est suite à des propositions notamment du Conseil de développement. Christian Potier. Oui, juste compléter en disant que nous, depuis toujours, on est associés au débat budgétaire, mais c'est un petit budget. Hein. Oui, non, à Rennes, on n'a pas été sollicité. Il n'y a pas eu non plus d'autosaisine pour donner, voilà, s'emparer en tout cas de l'enjeu du débat budgétaire au niveau de la métropole. Et au niveau du budget participatif, pour l'instant, c'est quelque chose qui a déjà effectivement une existence de quelques années sur Rennes, mais sur la ville. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent aussi petit à petit se déployer à l'échelle métropolitaine, peut-être, mais pour l'instant, je crois que ça a trois années, c'est à l'échelle de la ville. Voilà, donc les périmètres pour l'instant sont un petit peu étanches. On a une réaction du côté de Strasbourg. Alors, plutôt deux observations par rapport, Sandrine Delsol, je suis directrice du Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg. Deux réactions, d'abord sur le lien avec les services. En peu d'années de fonctionnement, on a vu quand même changer les choses à partir du moment où les services de la métropole ont senti qu'il y avait du gagnant-gagnant dans le jeu. C'est-à-dire qu'au début, le conseil de développement se rajoute, et donc c'est effectivement du travail, du temps, de la pédagogie en plus sur les dossiers. Et à un moment donné, en échangeant, certaines idées, certains projets qui étaient plutôt portés par les services et pas retenus par les élus pour de bonnes raisons, mais en tout cas où c'était pas le timing approprié, ont fait le chemin aussi dans le partage avec les membres du conseil de développement. Et du coup, ils ont été un petit peu un accélérateur dans la prise en compte de certaines propositions qui étaient plutôt techniques par les élus. Et donc, voilà, il y a eu un retour aussi d'investissement des services sur des projets qui leur semblaient importants et qui ont gagné la conviction des habitants. Et la deuxième observation, c'est suite à une remarque de Madame sur associer les habitants aux commissions et aux travaux des commissions à l'intérieur des intercos. Alors oui, 2 fois oui, 3 fois oui, si l'interco est capable d'adapter ses modalités de fonctionnement. C'est-à-dire que d'inviter des habitants en pleine journée à des réunions alors qu'ils ont un travail, qu'ils n'ont pas un statut qui leur permet de dégager du temps voilà, ça suppose d'adapter aussi et d'accepter ça, de revoir son mode de fonctionnement. Donc c'est pas uniquement de dire on est d'accord sur le principe, après il faut pouvoir le rendre opérationnel. Jean-Paul Guerquin, président du Conseil de développement du Val-de-Fensch. Pour ceux qui ne situent pas, c'est à la frontière luxembourgeoise là-bas. Donc, je suis au Conseil de développement et au national depuis 2003. Je fais partie des quelques mammouths que j'ai à mes côtés. Et à ce titre, je voudrais témoigner de l'importance du président de l'Agglo. J'ai connu, de par ma longévité, 3 mandatures et 3 présidents complètement différents. Le premier, le Conseil de développement, a été créé pour pouvoir concrétiser, avoir des subsides de la région, etc. Donc on a créé. Et on s'est découvert au fur et à mesure de notre travail, je pense que le président a apprécié et a de plus en plus fait appel à nous. Le deuxième, alors lui, c'était super, il a vraiment joué le jeu, c'était la démocratie participative vraiment à tous les échelons. On n'a jamais autant bossé, mais rien à redire. Alors,
un peu m'alourdir sur le troisième, parce que bon, alourdir c'est vraiment le mot, il est lourd. Je vais utiliser un mot péjoratif, mais qui ne s'applique qu'à lui, l'énarque, qui a tout vu. Le conseil de développement, c'est le machin qui, il a poursuivi le travail parce que bon, bah, c'était bien, ça existait déjà, donc on va continuer. Sachant qu'il a dit dans des réunions qu'il connaissait déjà, il n'a pas besoin de saisir le conseil puisqu'il connaissait déjà la réponse. Bon, le projet d'Aglo, il l'a créé sur un travail du conseil de développement, mais ça, il faut pas le dire. Et simplement relater un exemple qui est vraiment marquant. Avec mes deux collègues ici présents de Nancy et de Metz, nous avions créé une espèce de collectif pour pouvoir réagir sur le projet d'élargissement de l'A31, l'autoroute qui va tous les jours vers le Luxembourg, qui draine 60 000 frontaliers, qui attendent à peu près 1 heure à la frontière pour pouvoir passer, pas à cause de la frontière, à cause de l'exiguïté des lieux. Donc, un gros travail avait été fait en amont avec Dominique et Marie-Claude. Le travail, je ne sais comment, il a flouté, il y a eu des... Et puis un soir, j'ai eu un SMS du président qui me disait « Je ne souhaite pas voir le Val de Fensch figurer dans les rapports, etc., etc. Ta participation est loin d'être la bienvenue, et je te rappelle que bientôt il y a le vote du budget. » C'était clair. Merci pour ce témoignage. On avait Madame. Oui, allez-y. Merci. Oui, bonjour, Sylvie Hernandez. Alors moi, j'ai été membre du Conseil de développement du Pays d'Arles. J'en ai été l'animatrice aussi. Aujourd'hui, j'ai encore quelques missions liées à la participation citoyenne pour le Pays d'Arles. En fait, ma question portait sur la place des conseils de développement dans le cadre de concertations qui sont organisées par les intercos, par l'institution publique. C'est-à-dire quelle place il peut prendre dans la mesure où souvent ces concertations, plan climat, SCOT, ce type de grands dossiers structurants vont faire appel la plupart du temps à un bureau d'études externe, rarement local, qui a ses propres méthodes. Et ce qui se produit, si le conseil de développement en gros décide de ne pas porter sa propre démarche et qui se dit on va s'intégrer dans la concertation portée par l'institution, ce qui se produit, c'est une invisibilité des membres en tant que membres du Conseil de développement. Donc on a l'impression que le Conseil de développement, il n'est pas intervenu, parce que c'est ces membres en tant que responsables associatifs, etc., qui sont intervenus, mais pas en tant que membres du Conseil de développement dans la concertation. Il y a souvent recours à l'appui technique de l'animateur ou de l'animatrice, mais c'est pareil, avec une forme d'invisibilité. En revanche, le problème, c'est que s'il porte sa propre démarche, le risque est de créer une confusion totale pour l'habitant lambda, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces démarches en même temps, et un risque de doublon, voilà. Donc c'est compliqué parce que dans ces cadres-là, effectivement, le Conseil de développement, la question est toujours effectivement de quelle place il va pouvoir avoir, et quelle reconnaissance aussi réelle dans le cadre de ces concertations. Une réaction C'est à un la petit peu tribune. ce que j'ai décrit dans l'exemple des cartes blanches, en fait, plan climat. Effectivement, quand je disais qu'il y a eu beaucoup de discussions en amont, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y avait 2 parties de réunion et les membres du CODEV au départ, voulaient pas y aller, en fait. C'était une sollicitation de Rennes Métropole. Mais justement, avec ces risques d'invisibilité, il y avait, non, on n'y va pas. On va justement être mélangé avec la métropole. On va pas comprendre ce que c'est le conseil de développement, etc. Et de fil en aiguille, il y a eu des réunions préparatoires, y compris avec les élus et les techniciens. Et on a trouvé un terrain d'entente. Et donc, c'était un pari, parce que, voilà, est-ce que les citoyens s'y retrouvaient un peu dans une première partie avec Rennes Métropole, une deuxième partie avec le conseil de développement. On a fait aussi un questionnaire de retour pour voir un petit peu ce que ça avait donné comme impact. On était plutôt satisfaits, c'est-à-dire que on a trouvé notre identité, enfin, on arrivait à faire part de l'identité du conseil de développement. Mais on a un autre exemple sur le plan de déplacement urbain, où là, effectivement, c'est typiquement l'exemple que vous citiez, où il y a eu un cabinet de consultants extérieurs qui animait l'ensemble de la démarche de concertation. Et les membres du conseil de développement ont été identifiés, enfin, le conseil de développement et ses membres ont été invités à participer aux différentes réunions territoriales. Mais pour le coup, on n'a pas fait une contribution spécifique. Après, on n'en avait de toute façon pas les moyens non plus.
Alors, on est en train de faire un avis contributif sur le plan de déplacement arrêté. Donc voilà, c'est un peu au cas par cas à chaque fois, mais les questions que vous posez sont très importantes de voir comment est-ce que le Conseil développement et ses membres arrivent à la fois à garder leur indépendance, de rendre visible ce qu'ils sont, et de pas être noyés. Voilà, nous on essaie, à chaque fois on se pose la question et on trouve des recettes différentes, mais les membres sont très sensibles à ce positionnement-là. Il y avait justement quelqu'un sur la concertation qui a mené un travail là-dessus. Oui. Alors, je suis Sandrine Mosetti, je suis chargée de mission au Conseil de développement du Grand Nancy. Et en fait, dans le cadre du renouvellement de la ligne du tram sur le Grand Nancy, nos conseillers ont participé à la concertation, mais le Conseil de développement a été aussi sollicité pour animer un atelier de concertation avec les habitants. Donc, c'était un atelier sur les services que pouvait apporter le tram pour les habitants du Grand Nancy. Donc là, ils ont été identifiés vraiment en tant que conseil de développement dans la concertation. Rapidement, j'avais 2 remarques, je vais réduire à une puisqu'on est pressé, et j'aurai une question après. Alors, je suis Laurent Attal, je suis coprésident du conseil de développement de Plaine Commune avec Martine qui est là, et on a la dure succession de Françoise. Voilà. Ma remarque, c'est que il y a de plus en plus de choses qui arrivent par rapport à nos auditions. C'est qu'il y a des associations qu'on reçoit ou des acteurs de terrain qui nous disent heureusement que vous nous avez reçus parce que personne d'autre nous aurait entendu sinon. On est une courroie de transmission par rapport aux élus qui peut être intéressant. Et ces gens-là, ils ont des témoignages à faire et ils nous disent merci de nous avoir reçus parce que maintenant vous allez passer notre message. Alors nous, on n'est pas des transmetteurs de messages, mais au moins dans nos contributions, on évoque ce qu'on a entendu pendant nos auditions. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a un danger qu'on peut avoir aussi, et on le voit aussi de plus en plus, parce que nous, on a un conseil essentiellement citoyen, 100% citoyen, avec des collèges d'origine par rapport au travail qu'on a fait, ou d'où on vient par rapport aux villes. Mais on a de plus en plus de gens qui viennent au conseil de développement, et c'est accentué par rapport au grand débat, pour venir porter quelque chose. J'en parlais un peu avec ma voisine tout à l'heure, il y a des gens qui viennent adhérer au conseil de développement en disant moi je suis là pour défendre quelque chose. Et c'est là il y a une dérive qu'il peut avoir, parce que ça a donné, le grand débat a donné envie aux gens de venir débattre et de venir porter les choses. Donc ça, c'est un danger qu'il faut faire attention. Et j'ai une question, ce sera plutôt peut-être pour la présidente de la coordination. On a vu à la tribune 5 types de fonctionnement différents. Je sais qu'un de vos travaux, certains de vos travaux, c'est d'aller évangéliser auprès des conseils de développement comment on s'organise, comment on fait. Quel modèle vous allez prendre? Comment vous allez avoir un genre de boîte à outils pour les conseils de développement par rapport à tous ces différences d'organisation? Ça marche, j'ai 2 jours pour répondre. En fait, nous on ne va vendre aucun modèle. Je vais faire un petit peu de métaphore biologique. La force de nos réseaux, la robustesse de nos réseaux repose sur la diversité, comme un système vivant. On parle de biodiversité sans savoir de quoi on parle dans certains endroits, mais nous on sait de quoi on parle. Donc il y aura une nécessaire adaptabilité, une nécessaire singularité, une nécessaire analyse. Alors des forces en présence, ça n'a rien de militaire, hein, c'est justement et puis surtout, reposer les questions sur les singularités, l'histoire du territoire. Et c'est là où on est extrêmement fort comparé à d'autres instances qui siègent dans des palais de Iéna. Voilà. Fallait que je le dise. Et donc voilà, donc du coup voilà, on va plus défendre la méthode que l'exemple. Merci pour cette réaction et dernière question. Donc Germain Bertrand, très ancien au Codespar et en revanche, tout nouveau président du conseil de développement de la métropole de Rennes. Ce qui m'a surpris dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on parle assez peu de la dynamique interne des conseils de développement, et je trouve que c'est là qu'il se passe quelque chose que nous vivons tous les jours. Je dis ça peut-être parce que l'un d'entre nous insiste sur le fait que nous sommes un lieu où des gens se rencontrent qui ne se rencontreraient pas autrement. Par exemple, peut-être la Croix-Rouge et l'université, la banque et une association écologique. Bon, les partenaires sociaux en tant que tels, ils ont d'autres lieux pour se rencontrer, mais ce mélange est quelque chose qui est vraiment une spécificité. Et l'une des questions que nous nous posons, là, je suis en désaccord avec l'un des membres, il dit que nous devons laisser notre casquette en quelque sorte au vestiaire. Et moi, au contraire, ce qui fait notre légitimité, c'est d'arriver avec des casquettes différentes, mais ça n'empêche pas de jouer la carte au minimum de l'écoute, de
d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre avec bienveillance pour aboutir à des dissensus clairs ou à même des consensus. On le voit par exemple sur la question de l'emploi. On sait que quelqu'un a dit qu'il suffisait de traverser la rue. L'une des questions qui se pose, c'est qui va traverser la rue. Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce que c'est le salarié? J'arrête là. Merci beaucoup. On va remercier nos 5 intervenants à la tribune, si vous voulez bien.